Chaque fois qu'il venait me voir, j'avais l'impression de rencontrer un étranger qui portait le nom de papa. Donc il fallait assumer la relation qu'englobe ce nom-là, papa, et le fait que je sois en face de quelqu'un que je ne connais pas forcément. Bonjour et bienvenue dans Repères, le podcast chrétien qui explore sans filtre les relations père-fille. À chaque épisode, une femme se confie sur son histoire, son parcours, ses luttes parfois, et les repères qui l'ont construite ou reconstruite, portés par sa foi et l'amour fidèle de notre Père Céleste. Je suis Gladys, votre hôte, et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir Molly, qui est une épouse et maman comblée de 2 enfants. Merci d'être là et bienvenue dans Repères. Molly, bonjour. Bonjour Gladys. Tu vas bien? Je vais très bien, Je merci. suis très heureuse de t'accueillir et de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ah bah moi aussi. C'est vrai. Un véritable honneur. Honnêtement, c'est une véritable opportunité et je te remercie de me compter parmi Avec tes grand hôtes. plaisir. Avec grand plaisir. Tu vas nous parler aujourd'hui de ton histoire, mais je vais bien sûr te laisser nous en dire un peu plus. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste souligner que ce podcast est avant tout un podcast de réflexion sur la place qu'un père peut avoir dans la vie d'une fille. Une place précieuse, on le croit en tout cas avec Molly aujourd'hui, qui est importante, même si dans notre société, on peut parfois sous-estimer ou un peu dévaloriser cette place. Mais c'est aussi un podcast à destination de chacun d'entre vous, que vous soyez ou non une femme, mais que vous soyez peut-être un père, un frère, une sœur, un ami, un collègue, un conjoint. Je pense qu'on est tous concernés de près ou de loin par ces relations père-fille. Donc n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à en parler autour de vous. Et on est prêt maintenant à écouter davantage ton témoignage. Est-ce que tu es prête? Ouh, on n'est jamais vraiment prêt, mais oui, Ouais. je vais être le plus transparente possible et je crois que c'est la meilleure chose à faire. Molly, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Bah écoute, Gladys, tu m'as déjà très bien introduit. Alors donc, je suis Molly, j'ai 34 ans, je suis épouse et maman de 2 enfants, mais Yes. par-dessus tout, bien sûr, j'ai la foi en Christ. Amen. Voilà, donc dans la vie de tous les jours, je suis entrepreneur dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi dans l'art et la culture. Super. Donc c'est 2 secteurs qui me passionnent énormément parce que je me sens au plus près des personnes, au plus près de mon environnement. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Vraiment, Tu as là, des frères et sœurs? Alors oui, j'ai 2 frères, donc 2 frères avec qui j'ai des liens quand même très forts. Et voilà, je les remercie d'ailleurs pour les frères qu'ils sont. C'est ce qui me définit au mieux. Est-ce que tu peux du coup nous raconter un peu, nous décrire ton enfance pour que les gens comprennent un peu plus dans quel contexte familial tu as grandi? Oui, bah déjà, je vais dire qu'entre 0 et 3 ans, j'étais avec ma grand-mère. J'étais gardée par ma grand-mère. Entre 3 ans et 6 ans, j'ai été gardée par ma tante. Entre 6 ans et 11 ans, j'ai été gardée par ma maman. Et entre 12 ans et 18 ans, avec mon papa. J'ai vraiment eu une enfance incertaine, du coup. Pas de lendemain sûr. Oui. Et aussi, le fait de bouger ainsi, bah, ça apportait une sorte d'insécurité aussi. Ouais. Qu'est-ce qui, explique le fait que tu aies justement eu à grandir avec des personnes différentes de ta famille, donc tantôt ta grand-mère, tantôt une tante, ta maman, puis ton papa? Qu'est-ce qui explique cela? Alors, je pense que mes parents étaient jeunes quand ils m'ont eu et je crois que pour eux, c'était beaucoup plus simple de me confier à des personnes qu'ils pensaient être capables de prendre soin de moi. Les 2 étaient étudiants, donc la vie n'était pas simple pour eux, financièrement parlant. Et voilà, donc ils ont fait ce qu'ils pensaient être le meilleur choix pour moi. Voilà. Ok, très bien. Et comment est-ce que tu décrirais ta relation, enfin, comment est-ce que tu voyais ton papa, petite? Quelle image tu avais de lui? Alors, papa, l'image que j'avais de lui, elle a beaucoup évolué. Mais alors, petite, c'était vraiment l'image de quelqu'un qui avait réussi. L'image de quelqu'un qui était quand même bon vivant, apprécié, mais aussi beaucoup un peu critiqué. Et ça, c'est... alors, il y a plusieurs raisons à cela, hein, mais du coup... moi, vraiment, ce qui me touchait, c'était voilà, les bonnes choses que j'entendais de lui. Et dans votre relation, le lien que tu entretenais en tant que fille?
Petite, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Mmh. Alors, il faut dire entre 3 et 6 ans, je ne le voyais quasiment pas. Ouais, Ça peut se compter en quelques mois, voilà, au ouais. total, dans l'année et même peut-être moins. J'ai une petite anecdote. Quand j'avais 5 ans, pour mon anniversaire, je savais qu'il devait venir me voir, par Mmh. exemple. Et ça bouillonnait à l'intérieur de moi. J'étais enthousiaste à Mmh. l'idée de le voir. Voilà, je rayais chaque jour du Waouh! calendrier qui passait jusqu'à la date de mon anniversaire. Et c'était, je n'en pouvais plus. Mmh. Et en fait, quand il est arrivé, ce jour-là, j'étais totalement dans la honte et dans la gêne parce que je ne le voyais pas souvent. J'avais une honte et une gêne qui ont fait que je n'ai pas voulu le voir le jour J. Waouh! Donc je me suis cachée Ouais. et je lui ai recraché au visage. Et c'est étonnant parce que je ne lui ai recraché que tout ce que j'avais entendu de pas bien sur lui. Ouais. Et tout ce que j'avais entendu de bien, bah, je lui Ouais. ai pas dit vu que je savais pas comment Il y gérer avait une forme de stress, voilà, d'émotions qui sont tout à ressorties fait, oui. et bien sûr, à cet âge-là, c'est un âge où on ne peut pas forcément contrôler, ni la manière dont on réagit, ni ce qu'on dit et finalement, ce qui est ressorti, alors qu'il y avait finalement une attente quand même, je pense une excitation, mais joyeuse au départ de le voir, ce qui est ressorti, c'est plutôt, la frustration qu'il y Mmh, avait à l'intérieur de toi. C'est la Waouh. frustration et aussi le rejet. Beaucoup de Ouais. rejet. Alors, le fait qu'il ne venait pas me voir, j'avais compris, enfin non, je l'avais pas compris à ce moment-là, mais aujourd'hui, je le perçois Mmh. comme un rejet de sa part. Le Mmh. fait de ne pas avoir été à proximité de lui de 0 à 5 ans, bah, à Mmh. l'âge de cet anniversaire-là. Et donc, du coup, moi, je lui ai recraché tout ce que j'avais entendu de pas Mmh. bien sur lui. Mmh. Tu fumes, quelques petits exemples, tu n'es Mmh. pas mon papa. Mmh. Voilà, mon papa, il se comporte pas comme ça. Donc en fait, bref, je voulais réellement qu'il ressente tout ce Ouais. que moi j'avais ressenti, mais je pense que inconsciemment, je voulais aussi qu'il Attiré, revienne me ouais. chercher. Mmh. Voilà, je voulais vraiment qu'il revienne me chercher. Et après, j'ai appris, bon, puisqu'après lui avoir dit ça, je suis allée me cacher, je ne suis pas sortie de la chambre. J'ai appris qu'il avait quasiment pleuré. Waouh. Voilà, donc quand on m'a dit qu'il était parti, j'ai couru. Pour J'étais essayer de triste à bien cet sûr, instant ouais. qu'il Qu'il soit reparte. parti, Voilà. bien sûr, ouais. Et je me souviens, je pense que je m'étais dit, ça y est, je l'ai vraiment perdu. Et là, tu avais, rappelle-moi, 5 ans, 6 ans? J'avais 5 ans, c'était pour l'anniversaire de mes 5 ans. Ouais. C'est fou à cet âge-là déjà d'avoir dans son cœur cette forme de responsabilité que parfois, à tort, les enfants portent en se disant, d'une part, si mon père n'est pas là, c'est peut-être à cause de moi. Et là, le simple fait de te dire, j'ai peut-être eu un comportement qui a pu le blesser et donc il ne reviendra jamais. C'est quand même fou de porter cette responsabilité-là dans son cœur à cet âge-là. Oui, oui. Mm. Surtout qu'en plus, on m'a fait comprendre, les mots qui ont été employés, c'était tu as fait fuir ton papa. Donc, Ah oui, ouais, c'était assez c'était des mots très forts. On très n'était fort. pas Ouais. beaucoup, enfin, voilà, entre griffes, moi, j'ai grandi au Gabon, je suis Mm. d'origine gabonaise. Mm. Entre griffes, voilà, la tendresse Je vois. et la compréhension des émotions des enfants. C'est en chemin, on va Voilà, dire, dans nos pays, c'est en chemin. c'était pas trop au goût du jour à l'époque, mais donc voilà. Ouais. Et comment est-ce que ce lien, s'il a évolué dans le temps? Donc je t'ai dit qu'entre 7 Mm. et 11 ans, j'étais avec ma maman. Voilà, donc à cette période-là, il pourvoyait de temps en temps à nos frais de scolarité, Mm. à mes frais de scolarité, de temps en temps. Et c'est vrai que j'entendais souvent ma maman se plaindre à chaque rentrée scolaire du fait qu'il n'avait pas participé. Mm. Et paradoxalement, j'avais aussi des retours qui disaient voilà, qu'ils s'en sortaient assez bien dans la vie, financièrement, professionnellement. Donc il y avait une incompréhension. Ah oui, ouais. Oui, et puis chaque fois qu'il venait me voir, j'avais l'impression de rencontrer Mm. un étranger qui portait le nom de Mm. papa. Donc il fallait assumer Mm. la relation qu'englobe ce nom-là, papa, Mm. Mm. et le fait que je sois en Mm. face de quelqu'un que je ne connais pas forcément. Tout à fait. Parce que Donc, le lien avec le père et avec les parents, de manière plus générale, se crée vraiment finalement dans les premières années de nos vies. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est peut-être entre 0 et 5 ans qu'il y a vraiment ce lien de l'attachement qui se crée entre un enfant et ses parents. Et c'est vrai que dans cette période-là, toi, tu l'as quasiment, voire pas du tout vu. Qu'est-ce qui a été, tu penses, le plus difficile ou le plus marquant pour toi dans cette relation? alors, je vais essayer d'aller un peu, de suivre un peu l'historique du cheminement avec lui. Mm. C'est que autant de 0 à 11 ans, je savais qu'il allait vraiment, enfin, je savais qu'on se voyait vraiment ponctuellement. Mm. Mais à 12 ans, j'ai emménagé avec lui.
Et à ce moment-là, voilà, j'ai commencé à un peu plus le découvrir, Mm. un peu plus le connaître. Déjà, il faut dire qu'il était toujours présent. Donc ça, c'est un bon point. Mon papa rentrait toujours le soir à la maison. Mm. Je vivais seule avec lui. Mm. Il veillait toujours à ce que le frigo soit plein. Mm. Voilà. Je dois vraiment dire que ce qui a été le plus marquant, c'est que de 12 ans à 18 ans, je l'ai senti, malgré le fait qu'il était présent physiquement, Mhm. assez laxiste sur la manière de prévoir mon avenir, la Mm. manière de s'intéresser à mes études, Mm. parce que simplement, malgré le fait que je vivais avec lui, Mm. il payait pas toujours mes frais de scolarité. Mince. Voilà, donc papa, on le voyait beaucoup dans ma famille comme celui qui avait réussi et celui qui devait pourvoir aux besoins des autres. Mm. Donc, par exemple, à chaque rentrée scolaire, il avançait les fournitures de mes cousins. Mm. Et puis, il me laissait, mon grand frère et moi, souvent attendre jusqu'au mois de janvier pour pouvoir justement avoir nos fournitures, sachant qu'au Gabon, les livres ne sont pas donnés gratuitement. Donc, il faut les acheter. Et c'est vrai que nous, c'était un peu compliqué. À ce moment-là, chaque rentrée scolaire, on était toujours un peu dans l'incertitude. Et donc ça, c'était quelque chose que je supportais quand même assez Ah, c'est difficile. difficilement. Son engagement envers nous. Mm. Si je dois mettre un terme à ça, c'est oui, c'est son engagement. Mm. Moi, j'ai toujours perçu comme un engagement qui n'a jamais été total, Mm. qui a été partiel et qui a été partiel, mais vraiment que dans la présence physique. Mm. Après, tout ce qu'il fallait, tout ce qui demandait de l'implication, de la gestion, Mm. il n'était pas forcément, voilà, il n'était pas forcément aguerri sur ça. Mm. Donc un père présent physiquement mais absent émotionnellement et Exactement. spirituellement aussi, j'imagine. Oui, Ouais. oui, oui. Quel est le lien qui t'unit à ton père aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, mon papa, il est décédé. Et j'ai toujours regardé à lui comme un symbole de direction. Parce qu'il avait représenté cet homme qui avait réussi. Voilà. Mais à côté de ça, tu vois, par exemple, je ne retiens pas le lien d'affection. Mm. Je retiens un lien sécuritaire. Le père qui pourvoit. Le père qui pourvoit, exactement. Le Mm. père qui pourvoit. Mais oui, mais pas le père qui dirige, pas le Mm. père qui encadre, qui bâtit. Mm. Bon, ça a beaucoup manqué. Donc voilà, donc je suis un peu mitigée entre, entre le bien et le mal, mais bon, je prends les deux, Et c'est ce qui te et je façonne fais aujourd'hui, avec. qui fait la Molly que j'ai la joie, moi, de connaître, mais surtout qui fait la femme que tu es, l'épouse que tu es. On va revenir, bien sûr, là-dessus, la maman que tu es. Donc, c'est aussi ce qui t'a, d'une certaine manière, forgé. Ok. Ouais, exactement. Merci en tout cas pour cette présentation. En quoi ton histoire avec ton père a influencé, tu penses, la manière dont tu t'es construit, d'abord en tant que fille, puis en tant que femme? Alors, en tant que fille, donc vraiment en tant que petite fille, je te l'ai dit tout à l'heure, il était assez absent. Mhm. Et j'avais déjà ce sentiment de rejet très tôt, Mhm. parce que mes parents n'étaient pas toujours présents. Mon papa encore moins que ma maman. Et je vivais dans l'incertitude. Personne n'essayait vraiment de savoir ce qui se passait, quelles émotions rentraient dans mon âme à ce moment-là. Voilà, donc j'avais très peur du lendemain. Je comprends qu'il y avait certainement une quête d'un sentiment de stabilité, de sécurité, Ah, que ça a tu trouvais toujours pas été forcément ça. dans ton entourage, mais voilà, qui était présent et qui t'accompagnait un peu dans cette construction de jeune femme, puis de femme. Ouais. Ouais, ça a toujours été ça. Effectivement, en tant qu'enfant, Mm. j'étais constamment insécure, j'avais des peurs, mais Mm. parfois je passais des nuits blanches Waouh. dans la peur, mais sans savoir d'où venait cette Cette peur. peur, ouais. Donc oui, en tant qu'enfant, ça a été difficile. Mm. Et en tant que femme, j'étais aussi assez exigeante envers moi-même, Mm. justement parce que j'ai grandi dans une atmosphère quand même insécuritaire. J'étais assez exigeante envers moi-même, ne serait-ce qu'à l'école même. Je ne pouvais pas accepter de redoubler une classe Mm. parce que pour moi, c'était pas audible. Pour moi, redoubler, c'était encore rajouter une couche de rejet à ma vie. Mm. J'avais déjà cette charge en moi de me dire, tu dois réussir à Ouais, l'école. tu dois bien faire les Voilà, choses. tu dois Ouais. réussir à l'école parce que la réussite à l'école, c'est la sécurité. Et oui, j'ai compris ça très tôt quand même. Mm. La volonté de ne pas être rejetée, de ne Mm. pas être mise de Tu côté. avais l'impression que si tu échouais,
d'une certaine manière. Tu serais rejeté, c'est le mot que tu Ouais. utilisais, mais tu serais rejeté si tu ne cochais pas certaines cases. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'avais moins ce stress venant de mes parents Ouais. parce que, vu qu'ils étaient assez très peu présents très peu investis Mm. dans mon parcours scolaire. Mais par contre, envers moi-même, Ouais, il y avait j'avais beaucoup une haute d'attentes. exigence. J'avais Ouais. beaucoup d'exigences. Mm. Je me disais, tu ne peux pas échouer. Mm. Et en quoi ta relation du coup avec ton père a également, tu penses, influencé cette fois-ci tes liens avec les autres? Alors, ça a été très difficile pour moi de réaliser à quel point ça m'avait impacté. Mm. Parce que je pense que j'ai toujours été, bon, après, c'est peut-être mon environnement, on ne se pose Mm. pas trop les questions de ce qui se passe à l'intérieur. On est souvent focus sur juste le fait d'avancer. Oui. On court, on court vers la réussite, on court vers les études universitaires. Donc, on n'a pas trop le temps de se poser pour se dire, ah, Mm. mais qu'est-ce que je ressens là Faire qu'est-ce une qui se passe? Voilà, faire introspection. une introspection. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et, euh, et donc, j'avoue que en tant que jeune femme, euh, je choisissais assez bien mes petits copains de l'époque, dans le sens où ils devaient remplir un critère, provenir d'une famille stable, Mm. en tout cas avoir eu papa, maman de façon plus ou moins stable, en tout cas la Ouais. majorité d'entre eux, ou être financièrement stable, Mm. donc ça pouvait être eux ou simplement leur famille aussi. Mm. Voilà, en tout cas, je recherchais un cadre de vie assez stable chez eux. À Donc, l'opposé de ce que tu avais à connu. l'opposé de ce que j'avais moi Mm. connu. Pourquoi? Parce que ça me mettait en confiance. Donc, oui, ça a été vraiment quelque chose de très marquant lorsque j'ai fréquenté des garçons. Après, après, en tant que femme, j'étais encore employée. Je me suis rendu compte que j'étais pas forcément en entreprise pour apprendre, mais pour remplir des besoins. Mm. Inconsciemment, je me mettais là pour remplir, pour cocher des cases. Je voulais à tout prix, mais à tout prix, satisfaire mes managers. J'ai constamment vécu dans cette peur, en fait, de vouloir toujours fitter, de vouloir toujours être acceptée. Être accepté, ouais. Exactement. Et ça Mm. prenait le dessus sur tout ce que je vivais. Et c'est fou, mais maintenant, je réalise que même mes copines, en tout cas celles qui sont très proches de moi, je réalise qu'elles ont vécu plus ou moins des situations similaires dans le sens où elles ne provenaient pas de foyers stables. Mm. Pourquoi? Parce que je me sentais plus à l'aise avec elles. C'était beaucoup plus facile d'échanger. C'était notre point commun. Ouais. On pouvait réellement creuser nos âmes, voilà, réellement échanger sur des sujets profonds. Mm. Et à contrario, quand j'étais en face de jeunes filles de mon âge, qui, elle, avait un foyer, une stabilité, bah, il y avait un peu ce complexe qui n'était pas au début, que je ne percevais pas au début comme un complexe. C'était plus une gêne parce que je me sentais pas, je me sentais pas être à la hauteur de discuter avec elle. Je sentais qu'on avait des différences et que ces différences nous éloignaient automatiquement. Wow. Donc ça, c'était quand même très fort. Mais aujourd'hui, je perçois ça comme ça. Alors aujourd'hui, ça va mieux. Je suis amie avec beaucoup de femmes qui proviennent de foyers stables. Et gloire à Dieu. Mais oui, dans mon enfance, c'était c'était ça, quoi, dans ma jeunesse. C'est fou parce que ces blessures liées paternelles, on peut les appeler comme ça, ces blessures paternelles, elles peuvent vraiment œuvrer en arrière-plan sans que l'on en ait conscience, parce qu'aujourd'hui, tout ça, tu le décris avec bien sûr du recul, après avoir pris le temps aussi d'analyser certaines choses. Mais je pense, en tout cas, je comprends qu'à cette époque-là, c'était des choses dont tu n'avais pas forcément conscience. Et parfois, on peut avoir des luttes intérieures, des blessures qui sont là, qui sont présentes. Et ce sera d'ailleurs ma prochaine question, mais qui sont présentes et qu'on ne perçoit pas forcément. Et qui viennent finalement aussi driver la manière dont on conduit nos relations, la manière dont on fait nos choix de carrière, etc. etc. Donc vraiment avoir finalement un impact assez conséquent dans notre vie quotidienne. Est-ce que toi, tu as réussi à identifier quelles étaient ta ou tes plus grandes luttes intérieures? Ça a été m'accepter. Ma plus grande lutte intérieure, ça a été m'accepter telle que je suis. Je pense même d'ailleurs que à force d'avoir peur du rejet des autres, je me suis créé une personnalité acceptable. Et oui, je crois que ça a été ma plus grosse lutte, m'accepter telle que je suis. Parce que pour moi, je n'étais pas assez
pour mon manager, je ne me voyais pas assez pour beaucoup de personnes, en fait, qui finalement attendaient de moi que je performe. Le seul endroit où, éventuellement, je n'ai pas compris que ça avait un gros impact, c'était au début de mon mariage. Alors, mon mari, je t'adore, tu as été un époux formidable. Tu es toujours. Oui, voilà. Mais vraiment, à ce moment-là, il a été un époux formidable. Ouais. Et oui, donc au début de notre mariage, moi, j'attendais beaucoup de mon époux qu'il vienne combler ces vides, en fait. J'attendais qu'il vienne reboucher les trous de mon être. Et ça, ce n'était pas à lui de le faire. C'était à moi de le faire. Donc, ça a été une grosse lutte de pouvoir faire ressortir finalement qui j'étais, ce que je voulais, ce qui finalement pouvait me faire pétiller, me faire vibrer dans la vie. Puisqu'avant ça, que ce soit dans l'emploi que j'ai choisi, que ce soit dans les études que j'ai choisies, j'ai toujours été un peu en train de me dire est-ce que ça coche les cases de l'acceptation. Wow. Si je n'avais pas eu ces moments où effectivement avec mon mari il y avait oui voilà, il y avait des moments où il me disait mais écoute, je ne sais pas ce que tu veux, j'ai l'impression que tu ne sais pas trop ce que toi-même tu veux. Ce serait bien qu'on réussisse réellement à savoir ce que toi tu veux faire, parce que oui, j'étais employée, mais j'avais tout le temps des projets, des projets d'entrepreneur. J'avais tout le temps des rêves. Il me disait, mais ça colle pas avec ce que tu fais. Et donc voilà, donc il a fallu ça. C'est vraiment quand j'ai commencé à donner ma vie au Seigneur, petit à petit, qu'il y a eu des révélations. Des révélations sur ma personne, des révélations sur mes blessures intérieures, des révélations sur mes luttes, et aussi, surtout, des révélations sur mon identité. Ouais, parce que c'est fou, mais j'avais perdu totalement pas perdu, mais j'étais totalement éloignée de mon identité. Ouais. Et juste, pardon, avant que justement tu y viennes, c'est une parfaite transition. Comment est-ce que tu as rencontré Jésus? Ah oui, alors, Jésus, c'est fou, mais Jésus, je l'ai rencontré chez mon papa en vacances. Quand j'ai eu la grâce de passer les vacances de 6 ans, je pense, j'ai dû passer un mois avec lui. Et il y avait ces films de Christ qui passaient à la télévision, qui étaient projetés, voilà, souvent comme ça. Et là, je suis tombée dessus, toute seule dans le salon. Je ne sais pas où étaient les adultes. Et je me suis mise sous la table tellement ça m'a fait pleurer. Wow. J'ai pleuré, et à la fin de ces films, en général, il y a la prière d'acceptation du Christ. Et donc, à ce moment-là, à 5 ans, du haut de mes petits 5 ans, je me suis dit, c'est lui, quoi. Lui, il est bon, il est gentil. Voilà, il est mort pour nous, c'est pas juste, il était innocent. Je comprenais, du coup. L'engagement d'un papa. Wow. J'ai compris. C'est fou d'avoir eu cette révélation aussitôt. Ouais, mais je pense Ouais. réellement que ça venait des blessures, des blessures que j'avais, Ouais. et des exemples que j'avais aussi autour de moi. Ouais. Et là, je me suis dit, ça c'est un exemple que je ne connais pas. Quelqu'un qui est prêt à se donner pour les autres. Ça m'a fait pleurer. C'est comme ça que j'ai accepté le Christ. Même si, après ce moment, je n'ai pas forcément eu une vie de chrétienne investie. Mais je connaissais que Christ existait et qu'il était mort pour mes péchés. Et comment cette relation du coup avec Christ a transformé peut-être ton regard sur le mot Père? Donc quand j'ai commencé réellement à vouloir marcher avec le Seigneur, parce qu'il y a une différence entre l'accepter et vouloir marcher avec lui. Marcher avec quelqu'un, c'est connaître la personne finalement avec laquelle on est, c'est être constamment influencé par elle, puisque sa présence est là. Et donc, quand j'ai commencé à marcher avec Christ, il y a beaucoup de choses qui sont tombées en moi. Et ça s'est fait vraiment petit à petit. C'est passé par des luttes intérieures, des moments où voilà, je luttais avec tout ce que j'avais construit de moi et tout ce que le Seigneur disait de moi. Donc, il y avait des luttes aussi entre la manière dont j'organisais ma vie de tous les jours, ma vie professionnelle, et ce que le Seigneur avait déposé en moi. Et ça a été très, très, très fort. Et d'ailleurs, je suis toujours en train de lutter avec ça, parce que je crois que l'identité que j'ai en Christ est infinie. Amen. Je ne peux pas me limiter aujourd'hui en tant que personne, parce que je sais que je porte
un Père qui est illimité. Amen. Illimité en compassion, Amen. illimité en amour, Excellent. illimité en écoute. Et ça, c'est... Ouf, ça, c'était... ça a été un momentum. Ce moment où j'ai accepté que Christ finalement me dirige, ça a été un momentum. Wow. J'aime beaucoup le fait que tu soulignes qu'il y a eu une forme de lutte intérieure entre ce que tu pensais que tu étais, ce que tu avais toujours accepté sur ton identité et la véritable identité que tu avais en ton Père céleste. Parce qu'effectivement, à partir du moment où tu as accepté de le suivre et de marcher avec lui, tu es devenue sa fille. J'aime ce verset qui nous dit que nous avons reçu, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et tu es devenue sa fille. Et donc finalement, c'est comme si en un instant, tout ce qui te définissait avant ne te définissait plus parce que maintenant, tu étais attaché à ton Père Céleste. Il est venu vraiment te libérer aussi de ces émotions, de ces sentiments que tu avais au-dedans de toi, qui étaient là, qui t'avaient peut-être drivé tout au long de ta vie et qui te faisaient te sentir peut-être rejeté, abandonné. Mais finalement, tu découvrais une réalité qui était tout autre. C'est que tu avais un Père qui avait toujours désiré ta présence sur cette terre, qui t'avait même avant que tu n'eusses été formé dans le sein de ta mère, qui t'avait choisi, qui t'avait désiré, qui t'avait accepté. Et je trouve très beau aussi que tu mentionnes ce fait qu'il y a eu comme une sorte de lutte intérieure entre ce que tu pensais être, mais ce que tu étais véritablement, et ce que surtout la Bible et donc ton Père dit de toi. Et ça, parfois, c'est vrai qu'on peut s'attacher aussi, comme accepter des étiquettes, ou même que ce soit des étiquettes qui nous sont posées, ou même des étiquettes que l'on crée nous-mêmes. Mais il y a eu ce moment dans ta marche avec Christ où tu as décidé d'accepter véritablement ce qu'il disait de toi et ce qui était véritablement ta nature également, c'est d'être la fille de ton Père. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je me suis dite récemment, là, c'est fou. Les cicatrices sont toujours là, parce qu'on peut pas, on est blessé, on tombe, oui. On a une séquelle, on a une cicatrice, elles sont toujours là. Mais ce qui est intéressant, c'est de continuer de marcher malgré les cicatrices. Yes. Parce qu'il y a vraiment une différence entre rester focus sur ces cicatrices et vouloir continuer d'avancer. Et c'est vraiment ce que le Seigneur m'a apporté. Alors, je disais que papa, par exemple, il n'était pas suffisamment investi dans notre avenir. Mais chaque fois que je parle à mon Père céleste, ben, je me rends compte, c'est ce que tu disais d'ailleurs dans ton verset, qu'il a tout plein de projets pour moi. Il a des projets encore plus gros que ceux en quoi je crois. Et, des projets de paix. Des projets de paix, et non surtout, de malheur. Voilà, et non de malheur, parce que pour le monde dans lequel je vivais, pour la sphère d'amis que j'avais, pour les personnes qui m'entouraient, j'étais assez bien d'avoir un CDI dans cette boîte, voilà, une stabilité financière et tout ça. Mais aujourd'hui, même en tant qu'entrepreneur, et alors qu'on sait que l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose d'assez incertain, je n'ai jamais été autant à ma place. Et ça m'a fait comprendre que ce qui était la norme dehors n'était pas forcément notre norme intérieure. Et c'est aussi important, ce n'est pas un discours qui est aujourd'hui dit, qui est aujourd'hui plébiscité, mais c'est important de se demander quelle est la norme intérieure. Excellent. Quelle est ma norme intérieure? Qu'est-ce qui est normal pour moi? Et mais ça m'a permis vraiment de me relever, de continuer d'avancer. Super. Et qu'est-ce qui t'a permis de saisir l'amour de Dieu comme celui d'un père? Parce que parfois, quand effectivement on grandit en tout cas avec un père absent, ça peut potentiellement être compliqué pour nous de saisir l'amour de Dieu comme celui d'un père. Qu'est-ce qui, tu penses, t'a aidé à avoir cette révélation? Est-ce que tu te souviens d'un moment particulier ou peut-être qu'il est un verset dans la parole qui t'a aidé à comprendre cela? Il y a ce verset qui dit vous trouverez dans vos cœurs des chemins tout tracés. Ça, c'est très fort parce que voilà, l'environnement dans lequel j'ai grandi a fait que je passe beaucoup de moments seuls. Et donc, des moments seuls, qui dit moments seuls, dit des moments avec son âme, en train de parfois ruminer, en train de parfois se plaindre. Et donc, c'était très important que je trouve un père qui vienne me trouver là. Et Christ m'a trouvé dans ces moments de solitude, dans ces moments où je me questionnais sur ma nature, dans ces moments où je remettais en question mon existence, la créature que je suis. Et donc, ça a été très puissant parce que réellement, j'ai senti qu'il était là et que ses chemins à lui, sa parole,
était dans mon cœur. Amen. Je sentais la paix lorsque je faisais des choses qui pouvaient sembler folles, mais j'étais en paix. Et pour moi, le chemin, c'est la paix. Et si quelque chose que j'ai mis en place, ça a été de lire la parole, Ouais. énormément, Excellent. de lire la parole, commencer à découvrir finalement qui il était, lire la parole, m'entourer d'une communauté aussi. Ouais. Le bout de mon nez me disait que je ne pouvais être stable qu'avec des personnes qui le connaissaient Wow. encore plus. Yes. Et donc, par réflexion, je me suis dit, écoute, il faut que tu aies une communauté. Et autre chose qui m'a aussi permis d'accepter son amour, ça a été de me dire, je peux certes faire des choses de moi-même, mais il n'y a rien que je peux faire de manière parfaite comme quand j'ai Christ. Ouais. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais honnêtement, tous les jours, c'est un challenge et tous les jours, je me dis, il y a des choses que tu dois faire, Ouais. il y a des choses que tu ne peux pas faire. Yes. Mais ce qui est important, et ce qui est très, très fort dans tout ça, c'est que tu as celui qui peut tout avec toi. Amen. Et ça m'a permis d'accepter l'amour de Christ. J'ai commencé à accepter l'amour de Christ quand je me suis rendu compte de mes limites, quand je me suis rendu compte de mes vides. Ouais. Et Incroyable. quand j'ai commencé à comprendre ce qu'il avait. Et donc, ça m'a demandé du lâcher-prise, beaucoup de lâcher-prise. Jour après jour, j'ai dû faire le choix de lâcher les éléments de rejet que j'avais entassés en moi, Yes. de lâcher les perceptions, les projets que j'avais pour moi. Donc, j'ai lâché tout ça et puis je me suis dit, je vais m'attacher à celui qui sait tout. Amen. Celui Excellent. qui peut tout. Et j'aime beaucoup que tu aies mentionné la parole, parce qu'encore une fois, on l'a dit, les blessures que l'on a, elles peuvent parfois être présentes, encore actives, de manière consciente ou non, hein, qu'on le reconnaisse ou non d'ailleurs. Ces blessures, elles peuvent être là et nous influencer dans toutes les sphères de notre vie. Et j'aime beaucoup que tu mentionnes la parole qui est puissante, la parole de Dieu, comme vraiment un des éléments qui t'a permis de pouvoir te redécouvrir aussi, découvrir ton identité, découvrir l'amour de Dieu. Et je pense que c'est peut-être certainement en méditant les Écritures que ces forteresses de rejet, d'abandon, d'instabilité ont commencé à s'effondrer à la lumière de la vérité, à la lumière de la parole de Dieu. Et ça, je trouve ça aussi magnifique. Comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui l'état de ton cœur? Ouf, qu'est-ce que je suis en paix. Amen. C'est fou parce que autant quand j'avais toutes les raisons d'être en paix, je n'étais pas en paix. Mais autant maintenant que je vis un peu dans la véritable incertitude du lendemain, finalement, autour de ma profession, voilà, je suis en paix. Je suis en paix parce que je sais que j'ai le chemin. Alors, il y a ce verset biblique qui dit que Christ est le chemin, la vie et la vérité. Et en fait, là, je suis vraiment en train de vivre cet aspect de sa personnalité qui est le chemin. Amen. Et donc, ça, c'est important. Donc, oui, aujourd'hui, je sais que je suis en paix parce que je sais que je suis sur le bon chemin. Amen. Peu importe le temps que ça prendra, je sais que les projets qu'il a pour moi sont des projets de bonheur. Et je n'ai même pas besoin de m'enorgueillir pour ça parce que je sais que il a déjà tout prévu. Et c'est encore mieux. C'est comme quand on a un papa qui a déjà un héritage pour vous. Amen. Mais quelle joie! Quelle joie. Tu m'étonnes. Quelle joie! Quelle joie. On Yes. vit un peu... là, on vit bien au jour le jour. Exactement. On est bien content de vivre au jour avec le une jour. assurance Avec que... une assurance, exactement. Ouais. J'ai pardonné aussi à mon papa. Donc ça, c'est un poids que je ne porte plus du tout. Amen. J'ai compris que les choix qu'il a eu à faire vis-à-vis de moi et ce qu'il m'a donné ne pouvaient provenir aussi que de ceux qu'il avait reçus. Yes. Donc pour ça, je ne l'en veux pas. J'aime vraiment mon papa et c'est important parce que, de le dire parce que je crois que beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance que j'ai eue quand même. Et donc voilà, donc ça m'a permis de relativiser. Là où effectivement je pouvais lui pointer du doigt, je me dis, il a quand même fait ça. Il a quand même été là. Il a quand même, voilà. Il a quand même pourvu à certains moments. Ce n'était pas tout le temps, mais il a quand même pourvu. Et ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu dirais? On va clôturer du coup. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais à celle que tu étais il y a 10 ans? Je lui dirais, accroche-toi au Seigneur. Je pense que si je m'étais accrochée plus tôt au Seigneur, il y a beaucoup de blessures que j'aurais pu éviter parce qu'il y a une sagesse qu'on a en tant que personne qui aime Christ et qui écoute ce qu'il a dit, c'est que on ne laisse pas tout rentrer dans notre cœur. On sait
quel fruit certaines paroles, certaines actions peuvent porter. Et c'est Et la Bible important. nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose, puisque Exactement. de lui proviennent les sources de la vie. Ouais, amen. Exactement. Et donc, oui, bah, je dirais à la petite fille que j'étais, à la jeune femme que j'ai été, de vraiment me protéger de toutes les sources extérieures. Que finalement, ce qui comptait, c'était ce que lui, il avait. Oui, je pense que s'il y avait quelque chose à refaire, ça aurait été de donner de marcher avec le Seigneur encore plus Plutôt. tôt. Voilà. Amen. C'est fou à dire, mais oui. Un encouragement pour une fille ou une femme qui passe ou qui est passée par une histoire similaire à la tienne. Moi, je lui dirais, c'est dur, mais regarde-toi, tu es une créature merveilleuse. Peu Amen. importe ce que tu dis, Mm. tu es une créature merveilleuse. Mais je lui dirais en plus qu'au-delà même de croire que tu es une créature merveilleuse, crois à minima que tu as été créé par un créateur merveilleux. Amen. Et ouais, il faut peut-être essayer de rediriger la lumière sur C'est ça. quelqu'un d'autre. Ouais. Parce qu'à force d'avoir la lumière trop centrée sur moi, on voit vite nos limites. On est hyper limité. Donc oui, vraiment, je dirais à ces jeunes femmes, à ces filles, de vraiment ne pas se limiter à leurs limites. Vraiment, ne vous limitez pas à vos limites parce que vous risquez de passer à côté du potentiel illimité de Dieu. Amen, ouais, magnifique. Et c'est vrai que parfois, on peut vraiment aussi avoir ce voile de par nos expériences passées, parfois douloureuses, qui nous empêchent effectivement de percevoir les choses telles qu'elles sont, ou en tout cas de voir effectivement les possibilités qui s'offrent à nous, Bah oui, devant nous, parce qu'on reste un peu trop attaché à notre passé. bah oui, on est dans Mais notre bulle. ouais, j'aime beaucoup que tu précises aussi que c'est possible d'avoir ce renouvellement dans nos pensées et d'avoir aussi un regard qui est porté sur autre chose et pas uniquement sur ce qui n'a pas forcément été dans notre sens par le passé, parce que Dieu est capable de restaurer toute chose et de tracer un chemin même là où il n'y en a pas. J'aime beaucoup ce verset dans Isaïe qui dit qu'il trace un chemin dans le désert et qu'il amène des fleuves dans les endroits arides. Ce qu'il peut faire même dans nos cœurs quand on a l'impression que tout est désertique et que jamais plus il n'y aura de la place pour l'amour, pour la consolation, pour la restauration. Il est celui qui est capable de tracer un chemin, même dans le désert de nos cœurs, et d'amener des fleuves de vivre là où il y avait aridité. J'ai même encore envie d'ajouter quelque chose, Ouais. excuse-moi, mais c'est très important parce que du coup, pendant que tu parlais, ça remontait. C'est que entre-temps, j'ai quand même lu des livres sur le développement personnel, comment essayer de passer ce type de situation. C'était très instructif, mais ce n'était pas réellement très guérisseur. Wow. Il peut y avoir plusieurs sources de restauration, Amen. mais qu'il faut se concentrer sur la source qui nous restaure de l'intérieur. Amen. Excellent. Et pour finir, vraiment, que signifie pour toi aujourd'hui le mot repère? Aujourd'hui, le mot repère signifie pour moi avoir un chemin, avoir une direction, vraiment un repère, et avoir quelque chose sur quoi on peut s'appuyer de solide, mais vraiment avoir un compagnon de route qui est prêt à rester avec nous jusqu'à ce qu'on atteigne le but. Amen. Et je le disais tout à l'heure, hein, donc moi j'ai choisi Christ comme mon compagnon de route. Et je sais qu'en chemin, si jamais je suis épuisée, je sais qu'il pourra me porter. Amen. Je sais que peu importe ce qui arrive, je continuerai d'avancer si je l'ai avec moi. Et ça, c'est le véritable repère pour moi. Super. Je me le dis souvent, mais qu'est-ce que j'aurais fait sans lui? Qu'est-ce que j'aurais fait sans lui? Et ça, il n'y a que quelqu'un qui a Christ qui peut comprendre. Je suis vraiment navrée, mais il y a quelque chose. Il y a quelque En tout cas, chose. si vous ne connaissez pas Christ, c'est une invitation à Voilà. accepter son amour pour vous. Merci beaucoup, Molly. Merci pour tes mots et pour ce puissant témoignage. Et merci à toi, Gladys. C'est un plaisir, Merci. vraiment. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Repère. J'espère qu'il vous a touché, parlé de manière particulière ou peut-être même éclairé sur des blessures que vous pouviez avoir qui étaient peut-être enfouies ou que vous n'aviez pas encore reconnues. Si c'est le cas, sachez que le fait de reconnaître ces blessures, c'est déjà un premier pas vers la guérison et que nous avons un Père, comme l'a dit Molly au travers de son témoignage, qui est fidèle, présent et surtout prêt
à nous restaurer et à nous guérir. Nos expériences de vie nous ont peut-être donné l'impression que nous étions incomplets, pas assez bien, mais Dieu nous a créés complets à son image. Donc ma prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est que l'on puisse découvrir la puissance de la restauration et de la résurrection que seul notre Père Céleste est capable de faire, et surtout son amour de Père pour chacun d'entre nous. Merci encore une fois à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cet épisode de Repère sur toutes les plateformes d'écoute et on est également présent sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Repère. Les questions. Et après je te dis ah non, désolé. Après, tu vas dire.